Si tu veux changer et abandonner les sphincters, tu peux passer la chirurgie du foie. Donc, la prochaine communication, c'est par Guy Magalon. Alors, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas choisi le terme chirurgie réparatrice, parce que pour le titre de Guy Magalon, ça aurait été idiot. Utilisation de la chirurgie réparatrice pour la chirurgie réparatrice. Voilà. Donc, c'est utilisation de la chirurgie régénératrice dans le cadre de la chirurgie réparatrice. Monsieur le Président, Monsieur Ménacher, merci beaucoup de cette journée organisée par la Fondation. Je vais vous parler de deux types cellulaires, le tissu graisseux. C'est un tissu qui a été négligé pendant de longues années et dans lequel on trouve des cellules adipeuses, un produit qui s'appelle la fraction vasculaire stromale et des cellules sciémateuses. Et là, on est en train de trouver autre chose qui est le tissu de soutien du tissu graisseux. Et puis les plaquettes, qui sont des petites cellules de 2 à 3 microns qui n'intéressent pas la graisselle parce qu'il n'y a pas de noyau et sur lequel la législation est beaucoup plus simple et qui donc aura un développement qui est extrêmement important en ce moment. La Grèce, ça a été des Français qui avaient eu cette idée mais qui ne sont pas arrivés à la faire passer. Ça a été Illouz qui avait pensé à ça en 84. C'était Fournier qui avait écrit un livre en 89, mais en fait c'est revenu des États-Unis par Coleman dans les années 90, et la découverte de la fraction vasculaire stromale a été faite par Patricia Zouk en 2001. Le premier cours a été organisé à Marseille en 98, et donc on est sur ce domaine depuis de longues années avec un principe de prélèvement et de réinjection de tissu graisseux, et on a évolué sur le matériel, sur les canules, sur les orifices, et je voudrais surtout vous parler de la fraction vasculaire stromale. La fraction vasculaire stromale, lorsqu'on a la fraction adipocytaire et lorsqu'on la sépare par une digestion enzymatique et une centrifugation, on obtient un produit appelé fraction vasculaire stromale, qui a un compartiment hématopoïétique et un compartiment stromal. Et on peut, de ce produit, développer la préparation de cellules souches. Et il y a beaucoup plus de cellules souches dans le tissu graisseux que dans la moelle osseuse. Donc ça a été le début de l'histoire, ça a été Zouk 2001, et cette implication dans les thérapies cellulaires, et qui a mieux fait comprendre que le tissu graisseux était un tissu avec des capacités fonctionnelles extrêmement importantes. À ce moment-là, on a été confronté à la préparation de ce produit. Ce produit, il peut être fabriqué dans un laboratoire de thérapie cellulaire selon des normes de guide de bonne pratique, et c'est ce que font les Suisses dans une Swiss Stem Cell Foundation, où ils préparent manuellement des cellules, avec une législation un peu différente de la nôtre. Après, ça peut être des traitements automatiques ou semi-automatiques, avec des dispositifs médicaux, et on est rentré pour la fraction vasculaire stromale et les ADRCS dans ce protocole d'ATMP du projet européen dont vous a parlé Jérôme Larméro. Le problème, c'est que quand on commence d'une façon, puisque on vous l'a expliqué, il faut faire des études animales, et puis après il faut faire des tas de manipulations en laboratoire, si vous démarrez avec une technique, vous ne pouvez plus changer. Et donc vous êtes lié, et si vous changez quoi que ce soit, ben on recommence le processus. Alors de quoi c'est composé? Ben, c'est composé de cellules endothéliales, de cellules musculaires, de cellules sanguines, de macrophages et de cellules régénératrices qui sont aux alentours de 50% du produit, et avec 120 grammes de tissu adipeux, on produit à peu près 50 millions de cellules. Et ces cellules sont injectables avec des canules de 25 gauges, voire de 27 gauges, c'est-à-dire 0,5 ou 0,3 mm. Donc, nous, on est parti sur un procédé, et vous voyez, on obtient deux groupes cellulaires. Une partie, c'est des lignées blanches, et l'autre partie, c'est des cellules régénératives.
Et là, il y a une recherche préclinique qui est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, une spécialité qui n'est pas intéressée par l'usage de la fraction vasculaire stromale. Il n'y a pas une spécialité. Et nous, on s'est attaqué à une pathologie spécifique qui était la sclérodermie. La sclérodermie, maladie auto-immune, avec d'importants problèmes vasculaires, d'importants problèmes de fibrose généralisée. Et j'ai commencé à traiter les sclérodermies en 2009. Donc c'est des patientes qui ont une peau complètement rétractée, pas d'ouverture buccale, mais je me suis intéressé surtout à la main de la sclérodermie, car c'était une impasse thérapeutique dans laquelle il n'y avait pas de solution, dans la mesure où ces patientes avaient, dans 100% des cas, un syndrome de Raynaud extrêmement sévère, et des troubles trophiques des doigts, et une gêne fonctionnelle majeure. Donc on a fait un protocole dans le cadre de la TRP, et là, on a commencé en 2011 et on a eu l'avis favorable du CPP. Et puis après, vous voyez, on était en décembre 2011 et l'autorisation de la NSM nous a demandé à peu près une année. Donc au bout d'un an, on a commencé et on avait le droit de faire 12 cas dans le protocole MTI-PP. Alors je vais vous montrer rapidement la technique, parce que vous verrez que c'est la technique chirurgicale qui n'est pas... Donc il y a un matériel qui est extrêmement simple, c'est une lipoaspiration manuelle à la canule pour récupérer du tissu graisseux avec une dépression basse. Ce tissu graisseux, on le met en circuit fermé, ça va dans une poche, la poche va au laboratoire de thérapie cellulaire, on n'a rien le droit de faire en salle d'opération. Dans ce laboratoire de thérapie cellulaire, on va rajouter l'enzyme et le process de fabrication va durer à peu près 2 heures. Donc le patient va être remis en salle au bout de 2 heures, on obtient 5 cc de fraction vasculaire stromale, dans lequel il y a à peu près 50 millions de cellules. Là, on va faire les contrôles de viabilité, d'énumération cellulaire, de bactériologie, bactec, aérobie et anaérobie, de CFUF, et puis on va préparer les doses, qui sont des doses par doigt, et retourner au bloc opératoire en fin de matinée. Là, c'est la canule d'injection qui est renforcée, qui fait 0,5 mm. On fait un point d'entrée, on va passer dans le tissu sous-cutané au contact des pédicules vasculo-nerveux et on injecte la dose de cellules par deux points d'entrée sur le pouce. Donc on va mettre à peu près 4 millions de cellules par doigt, par 2 points d'entrée. Et pour les doigts longs, comme souvent ces patients ont des flexions des articulations interphalangienne proximale, on va faire 2 points d'entrée, on va faire le proximal et le distal par un point situé au niveau de l'interphalangienne proximale et on injecte 4 fois 0,25, c'est-à-dire qu'on va avoir un cc de fraction vasculaire stromale contenant environ 4 millions de cellules par doigt. Alors c'est l'intervention d'injection va durer une dizaine de minutes. La patiente n'est pas endormie, ça se fait dans l'analgésie, elle n'a pas de pansement, elle rentre à la maison le soir, et après le bloc opératoire, on va faire la cytométrie de flux. Alors, dans cette série, la moyenne prélevée a été 174 cc de graisse, avec une viabilité de 88%, et tous ces critères qu'on a donné à la NSM, c'est de dire on aura au moins tant de cellules, on aura au moins tant de viabilité, et on va avoir la composition. Cette composition, je vous l'ai dit, c'est moitié de cellules régénératives, moitié de cellules globules blancs, et on a fait de la cytométrie de flux, et après ça, on est allé à l'European Medical Agency, qui nous ont dit, mais vous ne caractérisez pas cette cellule. Vous avez une soupe cellulaire, vous faites une caractérisation qui est trop faible, puisqu'on faisait leucocytes, cellules endothéliales et cellules stromales, et ils nous ont dit qu'il faut faire 11 catégories. Et maintenant, on fait 11 catégories, ce qui rajoute un coût à la cytométrie, mais qui nous donne un peu plus de data, et on arrive à identifier
ces fameux P ici, qui sont des cellules collées au niveau des vaisseaux, donc qui auraient des fonctions particulières. Et on a ces cellules souches en faisant un test qui s'appelle Colony for Mini Fibroblasts, qui nous a permis de voir que dans notre série, on avait 4% de cellules souches dans notre fraction vasculaire stromale. Bon, ça, c'est les résultats de la série. Les résultats, ils ont été obtenus à 2 mois. Ils se sont stabilisés à 6 mois. Je les ai revus à 3 ans. Elles sont pareilles à 3 ans qu'à 2 ans. C'est-à-dire, on a eu une amélioration considérable du syndrome de Raynaud, considérable, et non seulement localement au niveau de la main, mais les patients qui avaient un syndrome de Raynaud au niveau de la face ou au niveau des pieds ont été améliorés. Et donc, il y a bien ce qu'on dit depuis le départ. Il y a des facteurs paracrines donc, qui sont incontestables, qui existent immédiatement. Et puis, il y a une diffusion de ces cellules dans l'organisme qui vont à l'endroit probablement où il y en a besoin. Alors, à partir de là, on avait défini que pour la face, les injections de micrograisse seules marchaient bien, que pour les mains, il fallait faire de la fonction vasculaire stromale, qu'on améliorait les patients de 50%. Et là, on nous a dit, mais il faut faire une étude randomisée. Alors, on a essayé de faire une étude randomisée en France sur 5 centres. Les centres qu'on avait choisis étaient 5 centres ATMP, c'est-à-dire Nantes, Rouen, Paris, Lyon et Marseille. On est 18 mois plus tard. On a inclus 22 patients sur les 40. Nantes n'a pas été autorisé, Paris n'a pas été autorisé, Lyon n'a pas été autorisé, et on tourne à l'heure actuelle sur Marseille et Rouen. On espère que Paris va être autorisé prochainement, parce qu'on va arriver à date de péremption de l'eau, d'enzymes, de nos protocoles, etc. C'est pour ça que je ne suis pas du tout optimiste sur notre capacité d'avancer. On ne peut plus avancer. Pendant ce temps, les Américains nous ont pris le protocole, à partir de l'article, l'ont présenté à la FDA au mois de janvier 2016. Ils ont fait 88 cas entre janvier et juin en salle d'opération et ils vont publier en juin cette année avec un an de recul. C'est-à-dire, on se sera fait prendre l'idée, la publication probablement dans le Lancet, selon ce qu'il y a, et ils ont terminé finalement avant nous, et nous on n'est même pas sûr qu'on finira ce protocole, parce que Nantes, on a jeté l'éponge, Lyon, on a jeté l'éponge, et mon seul espoir c'est que Jérôme Larguero puisse démarrer dans les mois qui suivent. On s'est orienté vers l'Europe, on a déposé un projet européen, en se disant nous n'avons plus la capacité de faire de la TMP dans les CHU, parce que c'est trop lourd, il faut s'orienter sur une plateforme industrielle, et on s'est orienté sur Cell4Cure pour dire on va faire un produit, on amènera la place à Cell4Cure, ils nous prépareront des doses, et ils nous renverront les doses, et on fait un projet européen avec les Belges, les Allemands, les Hongrois et les Français, et ce projet est déposé. La première fois, c'est la deuxième fois qu'on dépose, on n'avait pas réussi. Cette fois-ci, on a l'avis de l'EMA, on avait 70 recommandations, on a suivi les 70 recommandations et on espère qu'on arrivera à réussir. Je voulais vous dire un mot du plasma riche en plaquettes, qui est une augmentation du nombre de plaquettes, c'est l'addiction de Mark, c'est un vieux produit, ça se fait par centrifugation, c'est extrêmement simple. Je ne passerai pas le film parce qu'on n'a pas le temps. Et il y a une méta-analyse en chirurgie plastique qui a montré l'utilisation de PRP en chirurgie plastique. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas d'études utilisables. Parce que, d'une part, il y a 15 kits différents qu'à utiliser. D'autre part, le PRP n'a pas été caractérisé et on ne sait pas ce qu'on a injecté. Alors, il y a des résultats qui disent ça marche très bien dans la cicatrisation des plaies, les plaies chroniques, l'ulcère du pied diabétique, ça marche pour rajeunir, ça marche pour favoriser la prise de graisse, ça marche avec le tissu osseux, c'est un excellent produit. Et on voit bien qu'il y a toujours un manque d'évidence dans l'utilisation du PRP, dû au manque d'essais randomisés contrôlés, de haute qualité et de standardisation des protocoles, et on retombe dans les problèmes. Alors le prélèvement sanguin, c'est facile à faire, la préparation du PRP, c'est facile à faire, l'injection, c'est facile, et l'important maintenant, c'est que les gens qui font du PRP doivent faire du comptage cellulaire
et de la carbonation du produit pour savoir si c'est un pur PRP, un PRP avec des globules blancs, avec des globules rouges, combien ils mettent de plaquettes, et trouver la dose utile pour une indication, qui n'est pas la même dose, n'est pas la même pour faire une tendinopathie d'Achille ou pour traiter une calvitie. Il y a des doses différentes à trouver, et on en est là, de travailler là-dessus, sur la carbonation de produit. Et donc, chaque patient traité avec du PRP doit avoir une fiche, comme les produits de thérapie cellulaire à visée hématopoïétique, dans lequel il y aura les caractéristiques du PRP injecté. Donc c'est un produit très populaire, il y a une variété des protocoles et des produits, et il y a besoin de les randomiser comme dans le reste. Alors où en est-nous en plastique? En plastique, on est débordé. On est débordé par le fait qu'on est parti de la graisse, on a fait de la micrograisse. Maintenant arrivent sur le marché des matrices extracellulaires du tissu graisseux, puisqu'on a parlé qu'il faut des matrices, et c'est très intéressant, les dermes artificiels, le PRP, le PRF, donc qui intéresse personne, en particulier pas les autorités, la fraction vasculaire stromale, qui est une ATMP parce qu'il y a un enzyme, les cellules souches, qui est encore un ATMP, et comme les chirurgiens n'aiment pas être bloqués, eh bien, ils ont contourné et sont sortis sur le projet le lipogène, qui est très utilisé aux États-Unis par les orthopédistes, la nanofat, qui est la graisse émulsifiée, sur laquelle sont des dispositifs, et dans lequel il y a toujours des cellules. Il y a toujours quelques cellules. Après, c'est le nombre qu'on ne connaît pas. Mais c'est des produits qui sont plus ou moins lipides. Et l'autre chose qui est encore plus compliquée, c'est que maintenant, les gens mélangent les produits. C'est-à-dire, ils disent, ben, on va faire nanofat plus PRP. Et ils obtiennent un nouveau produit. Mais si vous allez à l'ASM avec un nouveau produit, ils vous obligent à recommencer depuis le départ. Donc, on est dans cette confusion absolument énorme. Et moi, j'étais optimiste et européen. Et donc, en 2002, il y a eu ce rapport qui s'appelait « Relever le défi des biotechnologies » et où Noël Lenoir concluait à l'avenir de la France dans les biotechnologies. Et c'était mon point de vue. Hein, ça fait, un peu comme M. Ménacher, ça fait 20 ans qu'on rame sur des protocoles. Après, il y a eu, on a dit, ben, il y a eu le rapport des USA sur le NBIC, et on retombe les biotechnologies. Et puis nous, on a eu le texte ATMP en Europe, sans se rendre compte que ce texte, il était terriblement réducteur, qu'il allait nous bloquer. Et pendant ce temps, les États-Unis, certains pays d'Europe ont largement ouvert, comme l'Espagne, sans tenir compte du texte. Les États-Unis ont avancé à toute vitesse, parce que c'est au bloc opératoire et il y a moins de contrôle qualité. Et l'Asie est en train de nous déborder. Voilà, l'Asie est en train de nous déborder parce qu'ils sortent des protocoles de recherche, ils sortent des produits, et la fraction vasculaire stromale en Asie à l'heure actuelle, la voie d'administration, elle est intraveineuse. Et nous, avant qu'on ait l'autorisation de faire intraveineuse, je pense qu'il va passer de longues années. Alors, j'ai pas du tout l'optimisme de dire qu'on va réussir, parce que je ne crois pas qu'on va réussir. Je crois qu'on va perdre la bataille, et j'ai beaucoup d'espoir dans un changement de politique. On est très content d'avoir des contrôles qualité, très content, c'est très important. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ces contrôles qualité ne nous fassent pas faire chaque fois un an, qu'on soit accompagné dans les modifications et que les réponses des autorités viennent dans les 15 jours pour qu'un projet, voilà, et on l'a bien vu avec la Fondation de l'Avenir, tous les projets dans lesquels on a besoin d'autorisation NSM ne se réalisent pas. Ils ne se réalisent pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà des essais cliniques avec des résultats. Qui veut poser une question? Encore compliment, M. Vingalon. On vous connaît, vous êtes également microchirurgien, vous faites la microchirurgie vasculaire. Avez-vous pu comparer les résultats que vous obtenez dans ce travail avec ceux de la sympathectomie périartérielle, en particulier dans le syndrome de Raynaud? Alors, vous savez, bon, je ne m'occupe pas de syndrome de Raynaud, je m'occupe de sclérodermie. Les patients avec des sclérodermies sont des patients extrêmement fragiles, dans lequel tout geste chirurgical d'ouverture peut aboutir à une non-cicatrisation. Donc l'idée, c'était d'éliminer toutes les techniques invasives pour arriver à du non-invasif. Mais puisque vous parlez de microchirurgie, je pense qu'une grande partie des lambeaux libres que nous faisons actuellement seront remplacés dans le futur par des dermes cellularisés. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir lambeau libre, on dira tiens, je vais faire un derme cellularisé et qu'on aura les mêmes résultats.
il est probable que dans ma spécialité en chirurgie plastique, 30% des indications actuelles auront disparu dans les années qui viennent au profit d'une chirurgie régénérative, cellulaire. Ça sera les cicatrices, les lambeaux locaux, les plastiers en Z, le resurfaçage des grands brûlés. On est un changement, voilà. Et c'est pour ça que si on est bloqué par les autorités, le changement ne se fera pas chez nous, mais il se fera ailleurs, et qu'il faut qu'on nous donne un peu d'aide. Voilà. On a besoin d'un peu d'aide. On est d'accord sur les contrôles qualité, mais on veut un peu d'aide. Philippe, tu peux t'exprimer parce que là, on a un débat effectivement qui est un peu de Florence et on n'arrive pas à avancer. C'est difficile comme question. Il faut aussi dire quelque chose, que cette directive européenne, elle remonte effectivement à 2007, et dès qu'elle a été connue, il était inscrit qu'à un moment donné, elle devrait être traduite dans le droit des différents pays de l'Union. Bon. Il se trouve que les Allemands et les Anglais sont les premiers à avoir démarré, ce qui fait que très rapidement, c'est ce qu'expliquait Jérôme tout à l'heure, ils ont été en mesure de satisfaire aux contraintes réglementaires et de faire des NPI. Je pense que certains d'entre vous se rappellent que ça a été la panique, notamment à la PHP, quand on s'est rendu compte qu'il fallait se mettre en conformité alors qu'on allait passer en droit français dans les 6 mois qui venaient. Parce que rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait. Donc ça a été la cavalcade, et il faut quand même savoir gré à Martin Hirsch d'avoir quand même acté à un moment donné la construction de ce bâtiment MTI de Saint-Louis. Sauf que si ce bâtiment il avait été conçu au moment où la directive européenne a été promulguée, on serait absolument à l'égal de nos collègues des autres pays européens. Mais on n'a rien fait pendant 5 ans, de 2007 à 2012 dans ce domaine-là, alors que les autres se mettaient en ordre de bataille. Malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Et maintenant, je ne sais pas, moi, comment on peut se soustraire à ces contrôles, parce que c'est une directive européenne traduite maintenant en droit français. Moi, je n'ai pas la compétence, en tout cas politique, pour savoir ce qu'on peut faire, mais on va passer. Non, mais le problème politique qu'il y a, c'est de savoir où vont se faire ces ATMP. Est-ce que c'est dans les hôpitaux? Non. Et il n'y en aura pas beaucoup. Bon, il y aura peut-être Saint-Louis. Bon, nous, on va essayer de survivre à Marseille, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à survivre, parce que l'investissement pour se mettre aux normes, on a un très beau labo. Bon, mais pour se mettre aux normes, il faut dépenser 2 millions d'euros. Voilà, pour le contrôle particulier en continu, pour l'augmentation du personnel, pour le don. Voilà. Est-ce que ça doit être les EFS qui regardent ça en disant il y aura des centres développeurs à l'EFS, ou est-ce qu'il faut que ce soit des plateformes comme il y a Cell4Cure, dans lequel il y a une plateforme qui est à côté d'Orly, et tout se produira là. C'est une politique, c'est de la politique. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays dans ce domaine, dont on sait que ça va envahir toutes les spécialités. Est-ce qu'on prépare le produit, on fait la biopsie musculaire, on envoie au truc, il fait des lots de cellules musculaires qui regorgelées, on les utilise, et à ce moment-là, on retourne dans un produit qui n'est peut-être pas le même que le produit frais. Parce que nous, la fraction vasculaire stromale, sur la cryogorgelle, ce n'est pas le même produit que la fraîche. On est dans un autre produit, et qui est complètement différent. Je veux dire, il y a 2 choses. Pour répondre à votre question, la loi, elle est claire. Peu importe que ça se passe dans un hôpital ou ailleurs, il faut que ça ait un statut d'établissement pharmaceutique. Voilà. Le mot-clé, c'est établissement pharmaceutique. Ça se fait à Saint-Louis, non pas parce que c'est l'hôpital Saint-Louis, ça se fait à Saint-Louis parce que la plateforme EHARI, comme l'a expliqué Jérôme, a par délégation de la GEPS, de la PHP, un statut d'établissement pharmaceutique. Le problème des plateformes, c'est que d'emblée, pour les essais de phase 1, les essais de phase 1 et 2, il ne va pas y avoir énormément de patients, il faut qu'on soit dans la conformité ATMP. Quand vous faites appel à ces plateformes, ça coûte des fortunes. Des fortunes. Et ces essais de phase 1 et 2, ils ne sont pas toujours financés de telle sorte qu'on puisse justement dépenser ces fortunes. Donc, moi je pense que la place des plateformes, elle est importante si vraiment on va en phase 3 ou en phase 4. Pour les phases initiales, il faut que ce soit des établissements hospitaliers avec donc délégation de statut d'établissement pharmaceutique, parce que là on est dans des coûts de production qui sont quand même un petit peu plus abordables. Mais moi j'essaie de travailler avec les Lillois.
Je voudrais travailler avec Lille parce que le centre de Lille est le plus gros centre de présence sclérodermique. Chez M. Achula, il a 400 patients. On s'est vu 36 fois avec Patou, on a discuté. Ils n'ont pas les moyens à Lille pour le moment de garder leur labo pour en faire la boîte TMP. Voilà. Et on me dit, peut-être on a pu envoyer les patients de Lille à Rouen, on va faire un truc. Alors, c'est compliqué parce que Lille-Rouen, il va falloir les opérer la nuit pour acheter le produit, qui est un produit frais. Voilà, on est dans une situation qui me semble inextricable. Et où le politique dit, j'admets qu'il y aura 5 centres en France qui répartissent sur le territoire et tous les patients seront traités là, toute indication confondue, parce que ça ne représente pas beaucoup de patients. Alors peut-être quand on rentrera, si vous parliez tout à l'heure de... Moi je travaille beaucoup avec Rouen et sur l'incontinence anale, ils avaient lancé un PHRC, je ne sais pas s'ils l'ont eu, s'ils ne l'ont pas eu, je crois qu'ils ne l'ont pas eu, parce que là c'est pareil, hein, nous on a l'espoir d'avoir un projet européen qui nous donnerait un peu d'air. Voilà, un peu d'air. Et des gens comme Jorgensen qui travaillent sur l'arthrose du genou, maintenant il fait fabriquer hors France. Parce que ça va pas. Nous, on est trop bloqués. On est trop bloqués. Et je pense que l'académie peut avoir un rôle de dire, écoutez, ça apparaît maintenant, la chirurgie régénérative ou régénératrice n'est pas. Ça va intéresser tout le monde. Moi, je vois au fur et à mesure. Maintenant, je fais les congrès de gynéco, je fais les congrès d'orthopédie, en disant voilà les produits qu'on a, débrouillez-vous, montez vos protocoles, parce que c'est une vraie voie d'avenir. Est-ce qu'on a compris pourquoi il y avait tant de cellules souches dans la graisse sous-cutanée abdominale, qui est un organe de stockage normalement? Pourquoi? Non, on n'a pas compris. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la graisse et la moelle osseuse. Il y a beaucoup plus de cellules souches, mais ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Hein. C'est des cellules souches différentes. On met tout dans un grand truc, on appelle cellules souches, et probablement la pulpe dentaire, elle est encore différente. Hein. Voilà, parce que c'est des cellules souches, quand on les compare, elles ne sont pas les mêmes. Mais bon, passer du laboratoire à la clinique, bon, pour ceux qui l'ont fait, et vous étiez encore au moment où on était sur la loi cellule, vous voudriez faire la même chose aujourd'hui en ATMP, personne ne vous laisse faire. Personne ne vous laisse faire. C'est-à-dire que la législation actuelle, elle aurait interdit la greffe de peau. Voilà, hein,